de la Cité de l'économie pour effectivement ce qui est la 5e conférence que Citéco et la UFR organisent ensemble. Alors c'est à chaque fois un plaisir et c'est toujours le même objectif qu'on a, exposer, comprendre et interroger les grands sujets contemporains dans le contexte financier et d'un point de vue réglementaire également. Et pour cette rentrée, on a choisi un sujet ô combien actuel qui est celui de l'impact potentiel de la géopolitique sur la finance européenne et sa régulation. Alors je pense qu'on le sait à peu près tous ici, outre-Atlantique, il y a un nouvel arrivant à la Maison-Blanche et depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis, il y a un désaveu, et encore le mot pourrait être jugé faible par certains, sur les questions ESG, donc environnement, social et gouvernance. Certains parlent même d'ailleurs de backlash, donc vraiment de retour en arrière, ce qui est assez justifié puisque vous avez beaucoup de politiques américains. Je pense par exemple au gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui parle de woke investing, donc d'investissement woke, pour parler d'investissement qui intègre les critères ESG. Donc la politique a déteint ou impacte en tout cas le monde financier et sa pratique, à tel point d'ailleurs que l'utilisation de ces critères d'environnement, social et gouvernance dans la gestion des fonds publics est très restreinte aux États-Unis, ce qui évidemment est peu incitatif pour les gestionnaires de ces fonds. Donc aux États-Unis, c'est très clair, il y a un impact du politique sur le secteur financier. La question qu'on souhaite se poser cet après-midi, c'est quel est l'impact justement de cette arrivée, de ce changement de présidence aux États-Unis sur la finance européenne et sa réglementation. Est-ce que ça vient changer nos pratiques? Est-ce que ça vient changer nos réglementations? Est-ce que ça vient écorner ou pas le leadership européen en la matière, parce qu'on a souvent dit que l'UE était le fer de lance de la transition, notamment d'un point de vue réglementaire en question financière. Et est-ce qu'on a ou non abandonné ces objectifs? Et si on ne les a pas abandonnés, ces objectifs de transition dans le monde financier, eh bien, qu'est-ce qu'on promeut? Quel modèle on essaye de porter au travers de notre réglementation? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles on va tenter de répondre cet après-midi. Et je dis tenter, mais je suis même certain qu'on va y arriver grâce à nos deux invités. Merci à toutes les deux d'être là. Agnès Benassi-Kéré, bonjour. Vous êtes seconde sous-gouverneur de la Banque de France. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Nathalie Layani, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la politique durable du groupe Caisse des dépôts et ça compte aussi, étant donné la thématique, vous avez présidé pendant de nombreuses années le FIR, le Forum pour l'investissement responsable ou des investisseurs responsables, j'ai un doute. Pour l'investissement responsable. Pour l'investissement responsable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous proposer de faire un petit pas en arrière et de prendre un tout petit peu de recul. Si on revient en 2015, je ne prends pas 10 ans au hasard, en 2015, c'est la signature des accords de Paris. Et c'est donc l'accord de Paris, hein, l'objectif, c'est de rester aux alentours de 1,5 degré de réchauffement à long terme d'ici la fin du siècle, rester sous la limite des 2 degrés si possible. Bon, aujourd'hui, on sait que c'est loupé. Si on met en place toutes les mesures qui sont prévues, on est autour de 2,4, 2,5, mais mine de rien, en 10 ans, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de choses plutôt positives qui ont été faites, qu'on arrive à mieux prendre en compte la question climatique, le risque climat. J'aimerais vous poser cette question à toutes les deux, peut-être vous, d'abord Nathalie Layani, et puis vous, Agnès Benassi-Kéré, avec un angle un petit peu stabilité financière et risque climatique. Est-ce qu'on prend mieux aujourd'hui en compte le risque climatique? Mais avant d'arriver à cette partie-là, Nathalie Layani, sur la perspective générale. Merci beaucoup Cédric et bonjour à tous et toutes. Je suis vraiment ravie d'intervenir là. Merci à l'AEFR et je tiens aussi à saluer, à remercier sa présidente Pervenche Berès qui, je crois, fait partie des responsables politiques qui m'ont éveillée à la finance durable et soutenable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans? En 2015, en France, il y a un mouvement important qui s'est mobilisé autour du Climate Finance Day, qui a réuni l'ensemble des acteurs de la place de Paris, des acteurs financiers de la place de Paris, qui ont milité avec d'autres coalitions à l'échelle européenne et internationale pour faire rentrer dans l'accord de Paris l'article 2C sur la réorientation des flux financiers vers une économie bas carbone et soutenable. Et nous l'avons obtenu. Et on peut dire que les acteurs de la place de Paris ont vraiment eu un rôle actif dans ce mouvement qui ne s'est pas matérialisé que par cet article dans l'accord de Paris, mais aussi par des engagements forts qui ont été pris donc
lors de ce Climate Finance Day. Et donc, je pense que c'est important de se rappeler de ce moment, puisqu'il y a eu non seulement des engagements en matière de montant de financement vert mobilisés, mais il y a aussi eu des engagements forts de sortie des fossiles, de désengagement du charbon d'abord, et puis un moment important aussi en matière de réglementation, puisque c'est le moment où Michel Simpa a annoncé que nous intégrerions dans la réglementation française des obligations en matière de transparence sur les enjeux climatiques dans le cadre de ce qui était l'article 173 à l'époque. Et tout ça a quand même amené les acteurs français, mais aussi à l'échelle européenne, puisque un mouvement similaire s'est produit à l'échelle européenne, à réorienter leur financement et leurs investissements vers une économie plus soutenable. Le mot d'ordre lors de ce Climate Finance Day en 2015, c'était « shifting the trillions ». Où on en est 10 ans après. C'est-à-dire de changer la trajectoire pour ces réorienter les capitaux vers cette économie bas carbone, vers cette économie neutre en carbone d'ici 2050, donc ce qui correspond aux objectifs de l'accord de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? Si on en croit les bilans qui sont faits chaque année, notamment par I4C, l'Institut pour la finance climat, qui a été créé par la Caisse des dépôts et par l'Agence française de développement, les flux de financement en faveur d'une économie plus soutenable, plus verte, ont augmenté. On est passé grosso modo de 70 milliards d'investissements verts, donc climat, en France à 102 milliards en 2024. Et en matière de financement brun, ils ont un peu baissé. On était à peu près à 80 milliards il y a 10 ans, on est à 70 milliards aujourd'hui. Ça ne suffit pas. Je pense que tout le monde dans la salle aura compris qu'on est encore loin du compte. Et on est non seulement loin du compte, mais par ailleurs, nous stagnons et les tendances sont plutôt inquiétantes. Pour atteindre les objectifs climatiques que la France s'est fixés, il faudrait 87 milliards d'investissements climat supplémentaires d'ici 2030 par an. Donc plus 87 milliards, ça veut dire qu'il faut non seulement mobiliser les financements publics, mais aussi massivement les financements privés, et j'y reviendrai. Et en matière de financement brun, on régresse, et puis en fonction des années, depuis 10 ans, en fait, ces financements bruns ont augmenté, notamment sous l'effet des crises énergétiques et des enjeux géostratégiques que vous avez rappelés. À l'échelle internationale, je vous le disais, ce mouvement de mobilisation des investisseurs institutionnels, des banques, ce qu'on appelle les gestionnaires d'actifs, a vraiment porté ses fruits, puisque dans le cadre, par exemple, d'une alliance qui s'appelle la Net Zero Asset Owner Alliance, c'est-à-dire cette alliance qui réunit les grands investisseurs institutionnels, privés et publics, tous ont pris des engagements de neutralité carbone à 2050, c'est-à-dire de décarboner les actifs financiers qu'ils ont en portefeuille et donc d'agir sur les entreprises qu'ils financent pour qu'elles-mêmes adoptent des trajectoires ambitieuses en matière climatique. Et ce n'est pas rien, parce que ces alliances représentent, alors ne serait-ce que pour la Net Zero Asset Owner Alliance, plus de 1300 milliards d'actifs sous gestion. Donc c'est gigantesque. L'alliance Net Zero des investisseurs et gestionnaires d'actifs. C'est ça, c'est ça. Ça représente 80 investisseurs qui sont issus de l'ensemble des zones régionales du monde. Mais nous y reviendrons. Ces alliances sont désormais sous pression américaine forte et peuvent être amenées à disparaître. Donc voilà, on en est là. Il y a une mobilisation massive des financements, une réorientation, on ne peut pas le nier, en France, en Europe et même à l'échelle internationale. Mais ça ne va pas assez vite, pas assez fort. Et il y a des fortes... Et peut-être que il y a un vrai risque de retour. Avant d'arriver à cette question du vent tournant, j'aimerais également avoir votre constat, Agnès Benassi-Cricret, puisque à la suite des accords de Paris, la Banque de France a stimulé le système pour créer et accueille maintenant en son sein le NGFS, le réseau pour le verdissement du système financier. Je crois que maintenant c'est à peu près 150 membres, près de 90 pays qui accueillent ces membres du NGFS. Est-ce que
ces 10 dernières années, les évolutions sont plutôt positives de votre point de vue, au moins jusqu'en, on va dire, décembre, même si c'est pas aussi net. Alors, donc d'abord, merci pour l'invitation et bravo à la l'AEFR pour ces séries de conférences. Il y a toujours des sujets extrêmement pertinents, je trouve. Merci beaucoup. Voilà. Alors, peut-être un préalable, pourquoi est-ce que les banques centrales s'intéressent à ce sujet? Les banques centrales savent bien que ce n'est pas elles qui vont faire la transition, mais elles ont un mandat de stabilité des prix, comme vous le savez. Pour l'Eurosystème, c'est 2% sur le moyen terme. Et un mandat, donc 2% d'inflation, et un mandat de stabilité financière. Et donc, du point de vue des banques centrales qui sont dans ce fameux réseau mondial, eh bien, ces deux mandats vont être affectés par le réchauffement climatique, également la biodiversité, les atteintes à la biodiversité, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc le climat, à la fois surtout à cause du risque physique, qu'on voit déjà aujourd'hui, mais également au regard du risque de transition, puisque, par exemple, les industries très brunes peuvent être affectées et la valeur des entreprises chuter brutalement et donc affecter la stabilité du système financier qui a investi dans ces entreprises. Donc, je voulais insister là-dessus parce que, de notre point de vue, il n'y a pas de conflit de mandat du tout. Alors que aux États-Unis, bien sûr, la Réserve fédérale a été sous pression forte en des accusations d'excéder son mandat, alors qu'en réalité, à partir du moment où on voit, et ça on peut le prouver statistiquement, et donc je peux d'ailleurs vous donner des détails, que le réchauffement climatique pose un risque systémique pour le système financier, notamment européen, mais ailleurs dans le monde. Et pose un risque aussi sur l'atteinte de l'objectif de 2% d'inflation, eh bien, les banques centrales sont parfaitement dans leur mandat de regarder ça, mais dans une approche qui n'est pas celle de financer la transition, même si on aimerait bien que ça se fasse, mais plutôt de protéger le système financier, d'alerter les banques, les assureurs, les gestionnaires d'actifs de ce risque et de mettre en place des instruments aussi pour la politique monétaire, pour, disons, savoir comment la politique monétaire doit réagir à des chocs climatiques qui vont se multiplier. C'est très important ça de comprendre. Ce que vous venez de nous dire, c'est que les banques centrales doivent s'intéresser aux questions climatiques et de biodiversité. On peut en parler évidemment aujourd'hui, parce que si on veut garder un système financier et même plus globalement une économie solide et en bonne santé, il faut absolument prendre en compte le risque climat. De fait, est-ce que vous... Je vais vous donner un exemple concret qui fera comprendre. Dans le dernier rapport sur la stabilité financière qui est paru en juin, que vous trouverez en ligne, il y a un chapitre qui essaie d'évaluer les risques sur la valorisation, actions, obligations d'entreprise et puis obligations souveraines. Et sur les actions, quand on prend un risque d'événement climatique qui est extrême mais qui n'est pas du tout improbable, eh bien dans les 5 ans, on pourrait avoir un événement qui fait baisser le prix des actions de 15% en moyenne en Europe. De 15%, un choc de moins 15% sur la valorisation des actions. Et évidemment, selon les secteurs, ça peut être beaucoup plus sévère, jusqu'à moins 50%. Donc, c'est ce qu'on appelle les actifs échoués, c'est ça? Alors non, ça, c'est pas les actifs échoués, ça, c'est le risque physique. C'est-à-dire que le réchauffement fait des tornades, donc là on a fait, c'est la succession, en fait c'est un scénario du NGFS de court terme, qui est la succession d'un événement qu'on appelle sec, donc sécheresse, suivi d'inondations. En fait, on se rend compte que c'est surtout la sécheresse qui fait baisser le PIB et qui fait baisser les prix des actifs. Et donc ça, c'est un risque de court terme. C'est pas abstrait sur 2050 ou quoi, c'est un risque de court terme. Donc, il est de notre devoir de faire en sorte que le système bancaire, les assureurs, etc., puissent résister à un choc pareil. Alors, l'impact sur les prix des obligations d'entreprise, c'est moindre, mais c'est quand même assez fort. Les obligations souveraines, c'est encore moins, mais c'est assez fort. Il y a des applications budgétaires aussi, des applications sur les taux d'intérêt qui font varier les prix des obligations. Donc ça, c'est quand même c'est une compétence qu'on a réussi à monter dans les 10 dernières années. Il y a des progrès fantastiques.
du point de vue de la compréhension et de la quantification des risques, même s'il y a des débats, et c'est normal qu'il y ait des débats, puisqu'on est dans un domaine avec un risque nouveau. D'ailleurs, on pourrait y revenir, parce que ça pose un certain nombre de questions sur la réglementation. Et de modélisation, j'imagine. Nathalie Lalini, vous parliez de ces alliances net zéro. Il y en a une, l'alliance net zéro bancaire. On sait qu'elle a suspendu ses activités au cours de l'été. Est-ce qu'on sent, si on revient à la question là maintenant, est-ce que le vent tourne, on sent quand même une certaine dynamique, une certaine pression du fait d'une nouvelle politique américaine dans ce contexte international? Alors, incontestablement, le vent tourne, mais il est l'effet, je dirais de façon très circonscrite, des pressions de l'administration trumpiste. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que l'administration Trump et les juristes, les avocats américains, font pression sur les investisseurs, les banques qui ont des actifs et des activités aux États-Unis, pour qu'elles dissolvent ces alliances au motif qu'il s'agirait d'ententes. Et donc, elles font jouer le droit de la concurrence et les lois antitrust américaines. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elles font jouer les lois antitrust américaines pour s'opposer à ces alliances climatiques. Évidemment, il ne s'agit en aucun cas d'entente au sens concurrentiel du terme, mais elles utilisent ce levier pour faire pression. Et je dois vous dire que pour ces acteurs qui ont des intérêts business économiques très importants aux États-Unis, c'est redoutable. Et donc, on est face à des acteurs économiques et financiers qui sont dans un dilemme du prisonnier. C'est soit elles jouent seules leurs intérêts économiques et commerciaux, et alors elles se désolidarisent de l'intérêt général climatique et environnemental mondial. Et donc, elles mettent en place des stratégies pour, en effet, faire disparaître ces alliances. C'est ce qui s'est passé. Et nous ne sommes pas à l'abri que ces jeux-là, en fait, se poursuivent dans le cadre d'autres alliances. Soit elles pourraient jouer l'autre option du dilemme du prisonnier, c'est-à-dire la coopération. Et donc, nous en sommes là, nous sommes à ce tournant, en tout cas à l'échelle internationale. Ça ne veut pas dire, et on en parlait avant de rentrer sur scène avec Agnès, ça ne veut pas dire pour autant que les acteurs qui se sont engagés dans la transformation écologique, dans la décarbonation de leur portefeuille, dans la mobilisation de prêts, d'outils de financement pour justement financer tous les secteurs de la transformation écologique, donc la rénovation thermique des bâtiments, la construction durable, les transports durables, etc. C'est de ça dont on parle, de la décarbonation de l'industrie, etc. Ça n'est pas pour autant qu'ils vont arrêter. Pourquoi ? Agnès l'a dit. Parce qu'ils ne le font pas seulement pour financer l'intérêt général et parce qu'ils ont compris l'urgence environnementale, mais parce que dans un intérêt économique bien compris, en effet, ils font face à des risques de dépréciation de leurs actifs, donc les actifs échoués, mais aussi la perte de valeur de leurs actifs. Quand vous avez des actifs immobiliers sur le trait de côte en France, pas dans des pays soumis aux catastrophes naturelles tous les jours, en France, vos actifs sont de moins en moins assurables. Et puis ils perdent de leur valeur si vous ne faites rien pour les adapter. Ça, c'est le risque physique, mais vous êtes aussi sous l'effet de ce qu'on appelle le risque de transition, c'est-à-dire que normalement, vous allez avoir des secteurs entiers de l'économie qui vont faire l'objet de réglementations qui vont amener les secteurs très carbonés à disparaître. C'est le cas dans le domaine des véhicules thermiques. Donc aujourd'hui, si vous investissez dans des entreprises qui produisent des véhicules thermiques en Europe, normalement, sous l'effet de la réglementation, vous savez que ces actifs-là ne vaudront plus rien, voire plus grand-chose en 2035, puisqu'il y a une réglementation qui interdit les véhicules thermiques. Et donc, et par ailleurs, ce risque climatique, il est modélisé. Nous, au sein du groupe Caisse des dépôts, on a fait tourner les modèles, les stress tests de la Banque centrale européenne et ceux de la Banque de France, du NGFS. Alors les stress tests, juste qu'on explique rapidement ce que c'est. On fait des scénarios, on stresse. On regarde comment les portefeuilles réagissent en fait. S'ils sont résistants, c'est ça le stress test, s'ils sont résistants à un choc qui serait celui du dérèglement climatique.
Et donc, même pour un acteur financier très mobilisé depuis de très longues années en matière d'investissement responsable, qui gère de façon très responsable ses actifs, qui est exposé à moins de 2% au secteur fossile dans tous ses encours, qui représente près de 350 milliards d'actifs sous gestion, eh bien, nous avons des risques forts, près de 29% d'exposition aux risques physiques. Donc voilà, c'est sous l'effet des vagues de chaleur, des inondations, etc. Nos actifs peuvent se déprécier. Et puis des risques de transition, et on a évalué ça à peu près à 7 milliards sur 5 ans. Certains vous diraient 7 milliards sur 5 ans, c'est absorbable, mais en fait, on en est au tout début de l'évaluation de ces risques. Et en fait, c'est loin d'être neutre. Donc ça, c'est les premières raisons pour lesquelles ces investisseurs continuent, malgré les pressions américaines, à résister et à décarboner leurs actifs. Mais de plus en plus, et là c'est l'autre élément quand même de l'effet backlash, certains vous disent, vous nous en demandez trop. En fait, vous nous demandez de nous aligner sur des scénarios de limitation à 1,5 degré du réchauffement climatique. Là, ça veut dire qu'on doit faire évoluer nos business models, investir dans d'autres activités, ça nous coûte. Ça peut remettre en cause notre rentabilité, mais j'y reviendrai. Et donc, stop, ça suffit. Et par ailleurs, ça nous empêche d'être plus compétitifs, d'être aussi compétitifs qu'avant face à des pays qui, nous disent-ils, mais ça reste à vérifier, auraient moins d'exigences de ce point de vue-là. Donc, on en est là, et c'est pour ça qu'à l'échelle européenne, il y a eu cette remise en cause de toute la réglementation en matière environnementale, sociale et de bonne gouvernance, donc au travers de ces réglementations CSRD, cette réglementation donc sur la transparence des entreprises en matière d'impact environnemental, social et de bonne gouvernance, donc ESG, mais aussi en matière de devoir de vigilance, donc ce qu'elles font sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, donc y compris au niveau de leurs sous-traitants à l'échelle internationale. Voilà. Et donc il faut éviter, je pense qu'on va y revenir, de confondre compétitivité et ESG, et de penser que parce qu'on serait moins disant en matière de durabilité, alors on serait plus rentable, plus compétitif et plus souverain. C'est l'inverse, et on va en parler. Vous faites mention, donc vous faites référence à un véhicule législatif européen qui s'appelle un omnibus, qui permet de revoir plusieurs textes. Vous en avez cité deux, la CSRD sur le reporting, de dire ce qu'on fait d'un point de vue climatique, et la CS3D sur le devoir de vigilance, c'est-à-dire on fait attention, y compris donc aux acteurs qu'on fait travailler. Mais justement sur cette question, Agnès Benassi-Crès, je ne peux pas m'empêcher de faire référence à une lettre de Christine Lagarde, donc présidente de la Banque Centrale Européenne, qui est parue au mois d'août, où elle dit s'inquiéter des conséquences potentielles de ces amendements portés par Omnibus, donc dans le cadre de l'Omnibus, sur la stabilité financière, parce que on voit certaines volontés, notamment côté Commission et un peu côté Parlement aussi, de vouloir rendre plus optionnel beaucoup de reporting, donc que moins d'acteurs soient soumis à un champ obligatoire de reporting et de dire ce que l'on fait. Ce que dit Christine Lagarde, c'est moins on a de données, moins on va être capable de modéliser justement ces stress tests correctement, et plus on accroît le risque de stabilité financière. Bon, j'imagine que vous êtes d'accord avec ce constat. Et comment est-ce que potentiellement vous y palliez à la Banque de France ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Faire pression d'abord sur le côté politique pour que on diminue pas trop les exigences de CSRD, et sinon, c'est quoi les outils que vous avez à votre disposition ? Alors, je crois que le chantier de la simplification excède très largement le sujet climatique. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être simplifiées avec moins de reporting. Je pense par exemple à la titrisation, qui exige énormément de reporting, dont une grande partie ne sert à rien. Donc on peut simplifier sans réduire les exigences, et c'est vraiment l'esprit dans lequel travaille la BCE, c'est simplifier sans réduire les exigences. Alors il se trouve que sur le climat, en effet, il y a deux logiques différentes en fait. Il y a une logique commission qui est de dire, l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre, c'est à peu près 20% des entreprises. On va concentrer les exigences sur celles-là. Et puis, les autres, on va les laisser tranquilles. Nous, on a évidemment une approche qui est différente, qui dit, oui, mais
ce qui compte, c'est pas tant les émissions, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est à quel point le système financier est exposé à des entreprises qui elles-mêmes sont exposées à la transition et au risque physique. Et donc, c'est pas du tout la même logique. Donc, nous, on aurait besoin d'avoir en effet un champ plus large d'entreprises. Donc, comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça? Alors, il y a plusieurs axes. Il y a un axe qui est proprement Banque de France, qui est de développer un indicateur climat facultatif que les entreprises peuvent demander, donc soit sur leur exposition au risque physique, ça, toute entreprise peut, avec son accès au portail dirigeant, accéder à son risque physique, donc en fonction de sa localisation, son secteur, etc. Donc pour les PME, c'est quand même quelque chose, un outil qui va être très utile. Donc ça, c'est, disons, à la main des entreprises elles-mêmes qui sont pour beaucoup d'entre elles mobilisées. Et puis, il y a aussi une approche sur le risque de transition où on s'est pour l'instant concentré sur les secteurs les plus émetteurs. Donc, il y a le transport, le ciment, la production d'électricité, un certain nombre la gestion de parcs immobiliers. Et on regarde au niveau de chaque entreprise comment elle se situe par rapport à la trajectoire du secteur pour arriver à net zéro. Et donc, il va y avoir un indicateur que l'entreprise pourra, donc c'est complètement facultatif, l'entreprise peut demander son indicateur, c'est gratuit et c'est extérieur, donc c'est une certaine crédibilité. Et ensuite l'apporter à sa banque en disant bon ben voilà, vous voulez verdir votre portefeuille. Quel est l'intérêt pour elles? Parce qu'elles vont pouvoir négocier un prêt moins cher auprès d'une banque qui a envie de verdir son portefeuille. Donc c'est en fait une chaîne, qui part de la réglementation du secteur financier pour protéger son bilan des risques climatiques. Et donc quand la banque veut se protéger contre le risque climatique, elle va avoir envie de prêter plutôt à des entreprises qui sont aussi dans la démarche de réduire leur risque climatique. Et donc prêter un taux un peu plus bas. Alors pour l'instant, c'est pas encore on a commencé seulement il y a 2 ans, donc pour l'instant on y va pas à pas. Mais le retour des entreprises est très bon. Après, il y a au niveau BCE, donc il y a plusieurs. Il y a les stress tests dont on a parlé. Et quand même, il y a un effet. Les banques, d'après la BCE, en 2022, 25% des banques en zone euro n'avaient mis en place aucune pratique pour réduire leur exposition au risque climatique. Donc il y a 3 ans. Oui. Et en 2024, 5%. Donc on voit quand même le progrès qui a été fait. Enfin, donc je ne dis pas qu'elles ont fait quelque chose de totalement révolutionnaire et spectaculaire, mais quand même il y a une prise de conscience, et chez les assureurs c'est encore plus marqué, puisque pour eux il y a quand même un enjeu d'assurabilité. Donc je pense que, on est un peu d'accord que le verre n'est pas complètement vide, absolument. il est même moitié plein. Et même au niveau international, c'est ce que je veux dire avec vos homologues et quelle discussion vous avez? Est-ce que vous avez l'impression que les banques centrales que vous rencontrez, pas uniquement en Europe, mais dans le reste du monde, ont la même analyse et poussent aussi de ce côté-là, ont bien conscience que pour assurer leur mission première, qui n'est pas toujours que la stabilité financière et l'inflation, certaines banques centrales ont d'autres missions, le risque climatique, le risque biodiversité, il faut absolument le prendre en compte et inciter les acteurs à être engagés pleinement. Alors, je vais vous surprendre, mais la réponse est oui. Je suis heureux d'être surpris. Donc, dans ce fameux réseau NGFS, donc les États-Unis, la Réserve fédérale américaine, donc la banque centrale des États-Unis, est rentrée donc il a été créé en 2017. Ce réseau, il a été créé sous Trump 1. Et donc les États-Unis sont rentrés en 2020, pendant le mandat de Joe Biden, et viennent de sortir en 2025. Pendant cette période 2020-2025, la vie du NGFS n'a absolument pas changé. C'est-à-dire que la Fed n'a pris la direction de aucun groupe de travail, n'était pas au STIRCO, on ne les voyait jamais. Et donc, le fait qu'ils s'en aillent, pour nous, ça n'a rien changé. Et il n'y a eu aucun impact, aucune contagion. Au contraire, on a continué à recruter de nouveaux pays. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, et moi j'ai eu la chance, c'est une chance d'aller aux réunions du G20 dans la filière finance, et on voit une sorte de mouvement en ciseaux avec un retrait extrêmement net et je veux dire virulent, voire arrogant des États-Unis sur ces sujets climat, en disant eux leur point de vue c'est ça n'est pas systémique. Donc
il y a peut-être un réchauffement, bon, on n'est pas sûr, mais il y a peut-être un réchauffement, mais en tout cas, ça n'a pas d'impact sur le système financier. Et à tout prendre, c'est plutôt bon pour le business. Donc ça, c'est leur approche, et qui doit se regarder aussi, parce que c'est un pays très grand, diversifié. Donc certes, il y a la Floride, la Californie, avec des risques, etc. Mais au fond, au niveau macro, peut-être que c'est quelque chose qui doit aussi se regarder. Enfin, il ne faut pas non plus nous-mêmes être trop intransigeants de ce point de vue-là. Mais en tout cas, donc, ils n'entraînent pas d'autres pays. Donc on a des pays qui parlent moins, notamment du Nord, mais les pays du Sud sont de plus en plus préoccupés. Et de plus en plus, et ils commencent à se dire que il n'y a pas les mêmes pressions que ceux dont pouvait parler Nathalie Laini dans les alliances internationales, là plutôt des investisseurs, donc qui ont un marché et un intérêt commercial ici et maintenant, enfin là-bas et maintenant plutôt. Ces pressions-là, vous sentez pas que les États-Unis font, c'est plutôt si, bien sûr. Bien sûr, il faut une pression énorme pour que le climat, le mot climat. Les autres États ne suivent pas forcément. Vous ne trouverez plus le mot climat dans les déclarations finales du G20. Bon. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas parlé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je voudrais rebondir. Oui, le verre est à moitié plein. Sous l'effet de la réglementation, sous l'effet aussi des demandes de la Banque centrale européenne, et sous l'effet des simples réglementations de transparence qui sont demandées donc en France au travers de l'article 29 de la loi énergie-climat maintenant, et à l'échelle européenne via je jargonne, le règlement SFDR, les acteurs financiers ont adopté des objectifs de décarbonation très ambitieux, qui les amènent à demander, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, aux entreprises cotées notamment, donc à l'échelle européenne, ça représente plus de 120 actifs cotés, d'elles-mêmes se doter de trajectoires de décarbonation très ambitieuses, d'intégrer les enjeux liés à l'adaptation au changement climatique, aux risques climatiques, mais aussi à la biodiversité, à l'épuisement des ressources, aux pressions sur l'eau, etc. Et donc ce dialogue actionnarial que mènent ces acteurs financiers, alors principalement européens, auprès des grandes entreprises cotées, a produit ses effets, il faut le reconnaître. Nous, au sein du groupe Caisse des dépôts, on a plusieurs acteurs financiers, donc c'est pas seulement la Caisse des dépôts, institution financière publique qui gère l'épargne des Français, mais c'est aussi des banques comme la Banque Postale, des grands investisseurs institutionnels comme CNP, qui ont pris des engagements de décarbonation. Et nous y arrivons, en fait. On s'était fixé un objectif de moins 55% d'intensité carbone sur nos portefeuilles d'actions et d'obligations d'entreprise entre 2020 et 2030. À 2025, on est déjà à moins 53%. Donc on est presque à la cible. Ce qui nous fait dire qu'il est beaucoup trop tôt pour lâcher l'ambition 1,5 degré pour nous, je dirais. C'est-à-dire que vous le rappeliez tout à l'heure, même si à l'échelle internationale, si on met bout à bout les engagements des États, on sait qu'on ne sera pas sur une trajectoire 1,5 degré. Mais en tout cas, la traduction pour nous, acteurs financiers, en termes de cible de décarbonation et de neutralité carbone à horizon 2050, c'est-à-dire réduire de presque 90% nos émissions et puis compenser les émissions résiduelles par les technologies ou les forêts. Pour capter du carbone et voilà, pour capter et être neutre, tout ça est faisable en fait, et les chiffres le prouvent. Qu'est-ce qui nous protège vis-à-vis de ces pressions américaines qui commencent quand même un peu à faire tache d'huile? C'est le droit, vraiment. On le voit tous les jours. Donc la réglementation européenne est un réel rempart face à ces pressions américaines. Pas seulement en matière climatique, je vous donne un exemple. Vous avez dû entendre parler de ces courriers que certaines entreprises, donc de l'administration américaine, que certaines entreprises ont reçus pour revoir leur politique de lutte contre les discriminations et notamment d'égalité femmes-hommes. Il faut s'accrocher quand même. Et certaines ont pu résister à ces pressions. Pourquoi ? Parce qu'elles ont opposé aux pressions américaines le droit français ou le droit européen, et elles ont dit, mais attendez, c'est pas du zèle, on fait pas du zèle, on fait même pas de la politique en appliquant ces objectifs d'égalité femmes-hommes. En fait, on respecte le droit français et le droit européen. Et on est obligé de le faire. Et donc, je dis ça parce que c'est dans le moment que nous vivons de remise en cause. Alors, il y a des simplifications bienvenues, bien sûr, mais il y a quand même, en France et à l'échelle européenne, des retours en arrière sur certaines réglementations environnementales.
Je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose la question de... Direct, est-ce que Omnibus arrive, donc ce véhicule législatif arrive quelques mois après l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis pour la seconde fois? Est-ce que pour vous, c'est clair, c'est une conséquence il faut se rappeler de la raison pour laquelle Omnibus a été mis sur la table. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce mouvement d'un certain nombre de grandes entreprises européennes qui ont dit, dans la foulée aussi du rapport Draghi, hein, qui faisait un diagnostic de la compétitivité européenne des entreprises, si vous voulez que nous restions compétitifs, notamment face à cette Amérique qui dérégule à tout va, alors, il ne s'agit pas seulement des États-Unis aujourd'hui, hein, il y a quand même un mouvement en Amérique latine, en Inde, etc., aussi de déréglementation, et je dirais un capitalisme de prédation sur les ressources qui est en train de se mettre en place, auquel il faudrait pouvoir opposer d'ailleurs notre modèle européen de gestion soutenable des ressources, en fait, pour ne pas être dans la prédation. Bref, je referme la parenthèse. C'est ça qui s'est joué au moment de l'arrivée de l'administration Trump 2 au pouvoir, c'est cette question de comment on reste compétitif dans ce monde qui se dérégule massivement et à vitesse grand V. Et donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont dit, mais là, nous, on n'en peut plus, on croule sous les réglementations, et CSRD, c'est que de la bureaucratie. Notre avis, c'est que CSRD, c'est loin d'être que de la bureaucratie, et c'est un immense levier de transformation durable des entreprises. Donc, on ne peut pas dire que CSRD, c'est de la bureaucratie, mais oui, il y a une charge réglementaire, notamment en matière de reporting, qui pèse sur les entreprises européennes. Et c'est ça qui a déclenché une volonté de la Commission européenne de rationaliser toutes ces réglementations, de les rendre plus cohérentes, parce qu'il y avait des redondances quand même entre toutes les réglementations que vous avez citées. Donc, il y avait une bonne intention, mais elle est instrumentalisée par certains partis politiques. C'est ça qui se passe au niveau européen, c'est ça qui se passe en France aussi. Je ne veux pas être trop longue, mais toutes les remises en cause autour des zones à faibles émissions ou les remises en cause du ZAN, c'est-à-dire du zéro artificialisation net, ou les remises en cause des aides aux énergies renouvelables, etc., ça part quand même d'une instrumentalisation de certaines craintes de la population et de demandes d'entreprises qui font jouer les enjeux de compétitivité, et qui, je dirais, sont surinterprétés. Et donc, on est face, par exemple, au niveau européen, à un parti populaire européen qui dit si vous ne revoyez pas à la baisse de façon drastique toutes ces réglementations, y compris sur les sujets climatiques, nous allons faire alliance avec l'extrême droite pour avoir une majorité PPE, extrême droite, etc. Donc, c'est ça quand même qui est en train de se jouer. Donc, il y a des enjeux économiques forts derrière ce backlash, mais il y a aussi une instrumentalisation politique qu'il faut comprendre si on veut pouvoir résister. Voilà. Agnès Benassi-Kéré, vous m'avez fait signe, vous vouliez réagir? Oui, je pense que pour l'Europe, il y a quand même un moment à saisir là. C'est le contenu du rapport Draghi, hein, c'est ça qu'il dit en quelque sorte, par rapport aux États-Unis qui deviennent un partenaire non fiable, qui déréglemente, certes pour faire le business, mais qui complexifie. Je me mets au défi de comprendre les droits de douane sur les meubles, selon qu'ils sont rembourrés ou pas rembourrés, selon etc. Je plains énormément les douaniers américains, surtout que ça change tout le temps. Donc, je pense que du point de vue de la simplification, il faut admettre qu'il y a un point là, qu'on a besoin de simplification, et notamment que le reporting, c'est une charge, c'est un coût fixe. Voilà. Mais il ne faut pas non plus décourager notamment les entreprises qui ont joué le jeu, qui l'ont fait. Voilà. Et nous, par ailleurs, on a besoin de ces données pour mener les politiques, notamment pour protéger le système financier. Et tout ça, ça va un petit peu dans le même sens. C'est-à-dire que sans données, sans tarification carbone, on n'arrivera à rien, quoi. Donc, il n'y a pas de magie. Et à l'inverse, la réduction des émissions de gaz à effet de serre obtenue en Europe, qui est quand même très substantielle, ça a été obtenu grâce notamment à la tarification carbone, le marché ETS, le marché des droits à émettre. Donc la tarification carbone, ça marche. Les réglementations, pendant un temps, ça m'a vraiment... je dirais pas que ça m'a amusé, mais parce que, en fait, c'est pas drôle du tout, mais il y a eu un temps où on a cru que les réglementations, en fait, c'était plus admissible que la taxe carbone.
Et en fait, on se rend compte avec les zones à faible émission que pas du tout, qu'il y a un coût en fait. Que tout ça, et que vaut mieux une taxe parce qu'une taxe, ça rapporte de l'argent et on peut le redistribuer aux entreprises ou aux ménages qui sont vulnérables. Alors que la réglementation, c'est aveugle et en fait, ça crée des rentes aussi. Ça crée des rentes qui sont donc privatisées. Donc, je pense que là, on est en train de revenir sur et bon, il va y avoir le TS2 dans l'Union européenne qui va compléter le TS1. Donc, je pense que l'Europe a quand même un coup à jouer ici, en restant un partenaire fiable pour les autres pays, en étant exemplaire sur la transition. Donc, il faut maintenir. Et on voit que la Chine, par exemple, a mis en place une taxonomie qui est quand même inspirée, même si elle est moins forte que la taxonomie européenne. Mais on voit quand même que l'Europe peut avoir un effet d'entraînement sur d'autres pays. Et bon, la Chine est extrêmement impressionnante dans ses politiques de transition. L'Europe, c'est aussi l'endroit où on maintient des règles de concurrence, alors qu'aux États-Unis, désormais, eh bien, c'est la prime au plus gros, au plus fort, et c'est à la tête du client, il faut bien reconnaître. Donc, Justement, est-ce qu'il n'y a pas, vous le dites là, mais vraiment, plus qu'une carte à jouer, un modèle à défendre au niveau international? Nathalie Layani faisait référence au capitalisme prédateur. Ce que vous expliquez là, c'est que, c'est Thorstein Veblen qui écrit ça à la fin du 19e siècle, les États-Unis, la Chine aussi, la Russie, ce sont des pays qui ont complètement mis à leur agenda un capitalisme prédateur. Est-ce que l'Union européenne ne doit pas devenir l'espace, le contre-modèle par excellence? Et est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce qu'on peut arriver à mettre en place ce système et à le faire vivre avec des partenaires à côté qui sont... Alors, la Russie et la Chine n'ont jamais été des partenaires très fiables et très amicaux. Les États-Unis, ça l'a été un peu plus avec ce changement géopolitique. Est-ce qu'on a les moyens de mettre en place ce système, de le défendre, voire de le porter, Agnès Benassi-Kéré? Alors, est-ce que l'Union européenne a les moyens pour faire les investissements? La réponse est oui. L'Union européenne a énormément d'épargne, on en a trop d'ailleurs, et elle investit aux États-Unis. Donc là, la réponse est oui, il n'y a pas de problème. Il s'agit d'investissements privés. Et donc, il faut que la rentabilité des investissements dans la transition écologique est évidente au niveau macro. Si on compare un scénario, après, il faut arriver à le privatiser. Il faut arriver à ce qu'au niveau de chaque entreprise, il y a un business model qui tienne la route. Et donc, ça repose la question de la tarification carbone. Mais au niveau macro, il n'y a aucun sujet sur la rentabilité d'investir dans la transition. Alors, c'est quoi les clés pour transformer, justement? Pour moi, c'est vraiment la tarification carbone, de revenir sur parce que même au niveau individuel, est-ce que vous allez investir, je sais pas quoi, dans des pompes à chaleur ou je sais pas quoi, si vous n'avez pas de garantie que le prix du fuel ou d'autres énergies fossiles va augmenter au cours du temps. Si vous pensez que ça va peut-être baisser, pourquoi? C'est normal, chacun fait son calcul privé. Il faut que le calcul privé coïncide avec le calcul social. Et on est très loin du compte aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment un élément essentiel. Après, la question, c'est est-ce qu'on va pas détruire notre économie en faisant ça, notamment si les autres ne le font pas? Et là, la littérature économique, donc on a fait beaucoup de progrès dans la modélisation. On est sorti un peu d'une vision très rose de la transition en disant ça va être formidable, vers plein d'investissements, avec plein d'emplois. Et vous allez voir, non seulement on va faire la transition, en plus on va avoir une économie florissante. Non, ce n'est pas le cas. La transition, c'est des coûts. Donc il y aura des coûts. Mais en fait, il n'y a pas besoin de passer par la décroissance pour faire la transition. Donc il n'y a pas besoin de passer par une attrition de notre système social pour faire la transition. Je pense que c'est quand même un discours important à porter aujourd'hui. Sans aller jusqu'à effectivement parler de décroissance, mais Nathalie Layani, pour vous, ce changement de modèle, on peut arriver à faire la transition en Europe? Et après, je passerai la parole. Il me semble qu'il y a un micro dans la salle. L'idée, c'est aussi que vous puissiez poser vos questions dans le public. Malgré cette composante géopolitique qui change énormément, l'Europe a les moyens de ses ambitions? Dans un intérêt économique bien compris, encore une fois, oui, nous avons les moyens de cette transition et elle est bénéfique à la fois en termes environnementaux pour vivre sur une planète habitable, mais aussi en termes économiques. C'est ce que Agnès décrivait tout de suite. Je voudrais revenir sur un point essentiel de la discussion.
On entend beaucoup dire que, en fait, plus on va chercher à respecter des trajectoires et des réglementations pro-environnement et social, et plus on va perdre en compétitivité. On entend dire que pour une entreprise ou pour un acteur financier, investir dans le vert, ça coûte et c'est pas forcément rentable. Tout ça est faux, en fait. Les études démontrent que les entreprises qui surperforment en matière environnementale, sociale et de bonne gouvernance ont une valeur sur les marchés qui est supérieure à un indice CAC 40 ou SBF 120, c'est-à-dire un indice de valorisation des entreprises qui sont dans la norme, enfin dans la moyenne. Donc quand vous surperformez en matière de durabilité, en fait, votre valeur augmente. Vous ne perdez pas de l'argent. Et je vais être tatillon, mais on sait qu'il y a un lien de causalité entre ces deux points, ou c'est juste que ce sont les entreprises les plus performantes qui sont les plus ambitieuses? En tout cas, ça prouve que vous ne perdez pas de la valeur si vous surperformez en matière environnementale et sociale. C'est déjà beaucoup. Voilà. Par ailleurs, en matière de financement, nous, Caisse des dépôts, on finance énormément de projets dans le domaine des énergies renouvelables, de la rénovation thermique des bâtiments, etc. Des PME et des entreprises plus importantes. Certes, dans ces secteurs-là, nous n'avons pas de retour sur investissement à 2 chiffres, mais il faut arrêter de chercher des retours sur investissement à 12 ou 13%. En fait, on n'est plus dans cette économie-là. On a quand même des projets qui sont de plus en plus rentables, qui sont à 7%, 8% de retour sur investissement. Et surtout, quand vous intégrez les impacts environnementaux, sociaux bénéfiques pour la société, pour l'environnement, en fait, votre investissement est ultra rentable. Et nous commençons à faire ce que Agnès suggère, c'est-à-dire à internaliser les externalités négatives. Et c'est la clé. On a beaucoup parlé de l'effet gilet jaune sur l'internalisation du prix du carbone. Donc, il y a cette idée que si on taxe le CO2, en fait, on va avoir des résistances, on va avoir des oppositions sociales qui vont nous amener à devoir revoir cette fiscalité environnementale. Mais si on arrive à internaliser ces externalités négatives en compensant à la marge les effets négatifs en matière sociale et en menant une transition réellement juste, c'est-à-dire qui allie transformation écologique et cohésion sociale et territoriale, et c'est vraiment l'objectif que se fixe le groupe Caisse des dépôts à l'échelle des 15 entreprises qui sont dans le groupe, alors on va y arriver. Donc, ESG et compétitivité vont de pair, en fait, et rentabilité, en fait, peuvent aller de pair. Et surtout pour l'Union européenne, le fait de se doter d'objectifs ambitieux en matière environnementale, mais aussi de réduction de l'usage des ressources et donc de soutenabilité au sens le plus complet du terme, c'est un moyen d'être plus souverain. Et dans le monde dans lequel on vit, dans le monde que vous avez décrit aussi sur le fait qu'il y a de plus en plus de puissances qui vont vers un capitalisme prédateur, le modèle que l'Union européenne est en train d'opposer, et vraiment, on en a la preuve, donc je veux dire, ce n'est pas que des mots, c'est tout de même un modèle qui, justement, tient compte de l'épuisement des ressources, du fait qu'on a dépassé tout un tas de limites planétaires, et donc toutes les réglementations que l'Union européenne, dont les États membres se sont dotés pour réduire non seulement les émissions de CO2, mais aussi réduire la pression sur la biodiversité, les ressources, etc. Et pas plus tard qu'il y a quelques années, s'est doté d'une directive pour traiter la question des métaux critiques et justement de l'épuisement des ressources naturelles, fait que l'Union européenne sera plus souveraine en fait dans la gestion des ressources. Et résilience grâce à une réglementation assez forte. Voilà. Je me permets d'avancer parce que je veux juste savoir s'il y a des questions dans le public. Il y en a 1, 2, je vais faire passer un micro, 3, hop. Est-ce qu'il y a... Hop. Là. Merci beaucoup. Merci pour vos 2 interventions. On a beaucoup parlé investissement privé. J'ai une question sur les investissements publics et en particulier sur la question du fameux semestre européen. Il y a une bonne dizaine d'années maintenant, on le sait, qu'il y a une pression à la fois de certains économistes et du monde politique de gauche pour qu'on sorte les investissements publics en faveur de la transition écologique
du calcul des déficits publics que la doctrine européenne bloque à 3%. Ça a été révisé et pourtant on n'obtient pas cette modification. En situation, et c'est l'actualité de ces jours dans notre pays comme dans d'autres pays européens, de dépenses publiques en délicatesse ou de déficit public en délicatesse, est-ce que ce n'est pas le principal facteur limitant aujourd'hui auquel il faut s'attaquer? Est-ce qu'il ne faut pas faire pression pour qu'enfin on sorte ces investissements des calculs des déficits publics? Merci beaucoup, Agnès Benasika. Je pense que la question. Oui, alors donc effectivement, vous faites référence à ce qu'on appelle la règle d'or des finances publiques, où on essaye d'atteindre l'équilibre hors investissement, donc pour des dépenses courantes. Bon, pour la France, on est très loin, hein, puisque l'investissement public, c'est de l'ordre de 3% du PIB, donc vous voyez qu'on irait sur 3% si on sortait. donc ça changerait pas grand-chose, en fait, ça changerait même rien par rapport aux objectifs actuels. Alors, certes, on n'avait pas changé, on n'est pas passé sur une règle d'or, mais il y a eu quand même une réforme très importante, et à mon avis qui va dans le très bon sens des règles budgétaires européennes, où on intègre maintenant les investissements, notamment les investissements pour la transition écologique, mais aussi les réformes dans l'engagement. Donc les pays doivent présenter des plans à moyen terme qui tracent à la fois la réduction du déficit, mais aussi des engagements en termes de réforme et d'investissement public. Donc, c'est une manière de le prendre en compte. Moi, les pays, il y a un certain nombre de pays, notamment l'Allemagne, hein, qui ont expérimenté la règle d'or, le Royaume-Uni aussi. Et en fait, il y a des effets pervers. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait de l'investissement que c'est bien. Multiplier les ronds-points, c'est pas forcément la chose. Encore, c'est bien parce que ça fait pas des dépenses par derrière. Un musée au milieu de nulle part, par contre, il y a des dépenses de gardiennage, etc. Et donc, vous récupérez un déficit. Voilà. Donc, il ne faut pas sacraliser l'investissement, notamment capital, par rapport à l'investissement en capital humain. Hein, donc, les salaires des enseignants, ce n'est pas de l'investissement. Donc, ça, on réduit, alors qu'on favoriserait des investissements dont la rentabilité, même sociale, se discute. Donc je pense qu'il y a des effets pervers de prendre une règle d'or, et je préfère une approche plus holistique, telle que ça a été redéfini dans le cadre de la dernière réforme des règles budgétaires. Une autre question, je crois qu'il y en avait deux derrière. Merci. Bernard Bossuet, donc merci pour vos interventions très, très pertinentes, me semble-t-il. J'ai deux questions, une plus de nature micro et une seconde plus de nature macro. D'abord, celle de nature micro, vous avez évoqué l'abandon des véhicules thermiques à horizon 2035. Et là, je veux parler au conditionnel. Il y aurait, sur la base de ce qu'on peut lire, des incertitudes sur l'évolution technologique des moteurs thermiques, investissements qui auraient été arrêtés à un moment donné, dixit ex-Carlos Tavares, et qui aurait peut-être permis d'être plus performants que les véhicules électriques. Il y aurait par ailleurs des études sur des incertitudes quant à l'impact dit environnemental des batteries. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais est-ce qu'on ne serait pas en face d'incertitudes majeures dans un domaine où la technologie a un avenir que l'on ne connaît pas? Ça, c'est la question micro. La question macro... On prend 30 secondes maintenant, parce que j'aimerais prendre une question d'à côté. La question macro, elle est très simple. CSRD, NFRD, je dirais la racine, c'est le ESG. Vous avez beaucoup, me semble-t-il, insisté sur l'aspect, je dirais le pilier E, environnement. Quid des deux autres, S et G, sachant que notre champ de jeu, c'est pas la France, c'est le monde, me semble-t-il. Merci. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si sur les batteries ou autres, vous avez des éléments. Oui. Alors, l'interdiction des voitures, de la vente de voitures thermiques en 2035, c'était pas forcément la meilleure décision qui était prise. Mais une fois qu'elle a été prise, à mon avis, il faut s'y tenir. Sinon, la crédibilité des futurs engagements va tomber et les entreprises ne
prendront pas au sérieux, même si c'est très dur. Vous avez une étude. Pas avoir de lisibilité dans le temps. Ben oui, voilà, c'est pour leur donner de la visibilité et ça a eu un effet. Les entreprises se sont mises à investir massivement dans les moteurs électriques. Vous avez une étude récente de le CAE, du Conseil d'analyse économique, sur le sujet et qui montre un peu les effets pervers ou la meilleure voiture, c'est celle qui ne roule pas, hein, on est d'accord. Et donc, on a des gens dont la voiture est au garage, thermique est au garage, qui vont la vendre sur le marché de seconde main pour acheter une voiture électrique, et la voiture électrique sera au garage, tandis que la voiture thermique, comme elle est moins chère, elle va être achetée par un gros rouleur. et donc, finalement, le bilan n'est pas très bon. Donc, ils font des propositions pour améliorer le dispositif en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais je pense que là maintenant, une fois qu'on a fixé sa date de 2035, y revenir, c'est vraiment embêtant pour la crédibilité des politiques. Réglementaire, voilà. Sur l'ESG, Nathalie. Il se trouve que sur les voitures thermiques, je dois avouer que je fais partie de ceux qui ont négocié la directive sur l'interdiction. Donc j'étais au cabinet du ministre de la Transition écologique à cette époque, et je peux vous dire, vraiment, parce que je l'ai vécu, qu'il y avait un consensus sur la fin des véhicules thermiques en 2035. Donc les entreprises du secteur, l'Allemagne, qui certes a résisté jusqu'à la fin de la négociation, ont adopté cette mesure et y ont souscrit. Donc on lit beaucoup de choses sur le sujet. Je voudrais juste rappeler qu'il y avait quand même un consensus à l'époque pour fixer 2035. Et il s'agit d'interdire la vente, mais pas la circulation de ces véhicules. Et enfin, les études sérieuses sur le cycle de vie des véhicules électriques versus ceux des véhicules thermiques prouvent bien que, en termes d'impact environnemental, les premières sont beaucoup plus performantes que les deuxièmes, si vraiment vous prenez l'ensemble du cycle de vie. Mais il y a un enjeu sur les terres rares, les métaux critiques, etc., qui, comme je le disais tout à l'heure, est traité à l'échelle européenne. Sur la question de quid du social et de la bonne gouvernance, parce qu'on parle beaucoup de transformation écologique, je ne veux pas être trop longue, mais on comprend dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui que si, évidemment, on ne traite pas les effets sociaux de la transformation écologique, si on n'articule pas la jambe environnementale et la jambe sociale, évidemment, nous n'y arriverons pas. Et c'est ce que révèlent aussi toutes les études des sociologues qui ont travaillé sur le backlash. Je vous renvoie notamment à celle de Théodore Talland, qui est prof à Sciences Po, qui montre précisément qu'il n'y a pas un rejet en France des mesures environnementales. Ce qui est rejeté, c'est le sentiment qu'elles ne sont pas équitables, en fait, qu'on en demande autant aux particuliers et aux ménages qu'aux grandes entreprises et qu'à l'État en matière d'efforts de réduction des émissions et de sacrifices en matière environnementale. Donc voilà, au sein du groupe Caisse des dépôts, on essaye vraiment de travailler sur la transition juste sur les territoires, c'est-à-dire de promouvoir une réindustrialisation verte qui est créatrice d'emplois, dans les zones précisément en désindustrialisation. Et je pense que c'est ça la clé demain d'une transformation réussie. Dernière question, je crois qu'il y en avait une juste à côté de vous. Voilà, merci beaucoup. Et après, on clôturera, parce qu'il faut rendre la salle. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos interventions. Justement, concernant la taxe carbone, parce que vous avez dit que c'était l'élément clé, en fait, comment faire en sorte que cette taxe carbone soit perçue comme juste, équitable, puisque je crois que depuis 2020, le gouvernement français ne s'est pas amusé à réaugmenter la taxe carbone. Enfin, voilà. Alors, en fait, en ce moment, est en débat la mise en œuvre en France de ce qu'on appelle l'ETS2. Vous savez, c'est le renforcement du marché carbone européen. Donc, il serait question d'élargir le marché carbone européen, justement au secteur des carburants et du chauffage. Ce qui voudrait dire que, bon, je ne veux pas être trop technique, mais qu'en gros, ça revient à mettre en place une taxe sur l'essence et sur le chauffage. Évidemment, les pouvoirs publics résistent à la mise en œuvre de cette ETS2 pour éviter l'effet gilet jaune. On connaît les méthodes pour éviter ces effets négatifs sur les ménages les plus modestes. En fait, il y a des mécanismes de compensation qui sont permis par tous les financements européens qui existent, notamment le Fonds social européen, et on pourrait mettre en place en fait une taxation très progressive, ce qui permettrait quand même à l'État de bénéficier des ressources fiscales de cette taxation et donc de financer une partie de la transformation écologique. Bon.
Donc la clé en matière d'internalisation des coûts de la pollution, en fait, c'est de le faire de façon progressive et en compensant les perdants de cette taxation. Mais il y a un moment où, si on veut y arriver, si on veut traiter l'urgence environnementale et ses conséquences qui sont dramatiques quand même, et si on veut être aussi plus indépendant face à des pays producteurs d'énergie fossile dont nous dépendons massivement, hein, je le disais tout à l'heure, en fait, l'énergie européenne en matière de pétrole et gaz est importée à plus de 60%, et donc elle nous rend très très dépendants. Mais donc il n'y a pas de secret, en fait, il va falloir internaliser ces coûts et révéler le coût de ces pollutions qui elles-mêmes, si on ne les traite pas, vont créer des coûts encore plus importants demain. Donc ne pas agir aujourd'hui, c'est devoir payer 2 fois plus demain, il faut bien l'intégrer. Agnès Benassi-Kéré, pour conclure. Alors là, on sort totalement de mon rôle de banquière centrale. Donc, à titre personnel, je pense que on sait envoyer des chèques énergie aux ménages modestes. Donc, on doit pouvoir envoyer des chèques carbone aux ménages modestes. Moi, j'aurais même une préférence pour avoir des cartes de crédit carbone qui seraient distribuées, qu'on pourrait acheter dans les bureaux de tabac, qui pourraient être créditées par les entreprises qui, à leurs salariés, qui doivent circuler, etc., etc. Bref, je pense qu'on a un problème de défiance, en fait, vis-à-vis des pouvoirs publics qu'il faut intégrer au design des politiques publiques, et donc donner avant de prendre pour quand même que les gens voient, et qu'éventuellement même des gens qui reçoivent des crédits carbone à utiliser à la pompe ou je sais pas quoi pour lorsqu'ils consomment, quand ils émettent eux-mêmes des gaz à effet de serre ou acheter un billet d'avion, eh bien qu'ils aient la possibilité, en renonçant à une activité émettrice, de gagner de l'argent. Et ça, je pense que c'est une chose qui manque un peu. C'est que, par exemple, un ménage qui habite en banlieue parisienne, qui a accès à des transports en commun, eh bien, en recevant ce chèque carbone, pourrait le revendre à d'autres, et donc gagner de l'argent en revendant ses crédits carbone. Donc créer une sorte de marché secondaire. Un marché, parce qu'il faudrait que le prix soit quand même réglementé. Mais je trouve qu'on n'a pas assez réfléchi à comment mettre en pratique cette tarification carbone, qui est encore une fois, et moi je pense qu'il faut que le prix soit unique. C'est-à-dire que c'est très compliqué de faire des prix variables sur une taxation indirecte. La TVA, c'est la même pour tout le monde. Et quand vous achetez votre pain, même si vous êtes riche, vous avez une TVA réduite. Et je pense que c'est extrêmement compliqué pour le boulanger de demander à chacun sa feuille d'impôt au fur et à mesure. Donc, prix le même pour tout le monde, mais avec effectivement un système de compensation qui soit visible. Ou alors, l'autre méthode, effectivement, c'est de cacher la taxe en taxant les entreprises qui mettent à disposition mais bon, c'est ou que les entreprises ne répercutent pas la taxe, l'ETS, quoi. Encore faut-il arriver à le faire. On voit que ce sujet nous a amené dans beaucoup de champs différents. Merci encore à toutes les deux, Nathalie Layani et Agnès Benassi-Kéré, d'avoir été avec nous. Merci également à vous. Un petit mot pour vous dire qu'il y a une nocturne le 2 octobre prochain sur cette saison qui démarre de la mondialisation à la Cité de l'économie, et que nous, on peut se retrouver la semaine prochaine pour une rencontre signature avec Lucie Pinson autour de l'ouvrage de Lionel Astruc, Activiste d'élite, méthode et victoire de Lucie Pinson contre la finance fossile. Ce sera une autre manière de continuer le débat. Merci à toutes et tous. Si je peux faire une petite annonce supplémentaire, parce que nous sommes à la Cité de l'économie, et à partir du 15 octobre, on va ouvrir une exposition Les mystères de l'argent. Donc ceux d'entre vous qui ont des enfants ou des petits-enfants ou des neveux ou que sais-je, je pense que ça va être vraiment bien. Et ça a l'air très bien. J'ai vu le dossier de presse, ça a l'air vraiment très bien. Merci beaucoup. Au revoir et bon après-midi, bon week-end.